ouais, c'est beau. Ça, c'est la réponse touristique. C'est ça, exactement. Exactement, c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est beau, mais bon, si t'en as un peu rien à cirer, voilà. Très honnêtement, tu vas avoir des billets bien à partir de septembre, qui vont pas te coûter super cher. Et tu peux y aller septembre, octobre, c'est pas encore la période où il va faire super froid ou quoi que ce soit. Donc, enfin, ça dépend, tu vas aller à Tokyo ou tu vas aller dans d'autres villes? Principalement Tokyo? Tokyo, Kyoto et vraiment faire le tour, quoi. Enfin, ouais, voilà, tant que tu passes pas la barrière du haut, tout va bien. Non, Tokyo, Kyoto, il n'y aura pas de problème. Moi, je te conseille vraiment septembre. Il faut éviter les périodes, en fait, il y a plus des périodes à éviter, en fait. La période à éviter, c'est la période de la Golden Week. Parce que là, tu vas avoir un billet qui va te coûter, mais vraiment, voilà, tu vas devoir vendre tes enfants quelque part. Ensuite, tu vas avoir le cœur de l'hiver, Noël et tout, parce que aussi ça voyage beaucoup dans ces périodes-là. Donc ça fait monter le prix des billets, fatalement. Et puis l'été, bon, l'été tu peux trouver des billets intéressants, mais oui, effectivement, si tu te sens pas de te prendre la canicule. Après, si tu y vas 15 jours, c'est supportable. Si tu y vas un mois, tu vas un peu plus tirer la langue à la fin. Mais ça peut être l'occasion d'aller voir des endroits super sympas, genre voilà, les must-see, tu as par exemple Siagaya, la grosse piscine interne où ils t'ont recréé en fait une ville dans la piscine. Donc, c'est des trucs sympas à faire avec les potes à ce moment-là. Ouais. Merci. Il y avait le monsieur là, mais de rien. Je t'ai vu. Attendez, on a notre expert là. Objection! Vas-y. Moi, sérieux, ce que je conseille personnellement, c'est en avril, au début des vacances d'avril. C'est un jour avant les vacances pour éviter de se prendre des tarifs de vacances. Mais sinon, le climat est très confortable. C'est vraiment super sympa. On peut même pas. Je pense même qu'on peut voir quelques cerisiers qui restent en fleurs. Parce que, oui, en avril, oui. Donc, ce que je conseille, c'est vraiment un jour avant les vacances de Pâques. Voilà, tu as une réponse super précise et là, tu as raison de l'avoir apportée. Tu veux te mettre avec moi? Pourquoi pas. Voilà, alors je vous le présente, lui je l'ai croisé il y a quoi? On s'est croisé quoi? Il y a une demi-heure, c'est ça? 5 minutes. 5 minutes. Alors vas-y, présente-toi. Et explique pourquoi tu as le droit de l'objection. Bonjour. Je suis à moitié japonais, donc c'est pour ça que... Il m'a autorisé à l'interrompre dans sa conférence, juste pour le corriger. Exactement. Et pour apporter des éléments complémentaires. Voilà. Donc, voilà, vous avez 2 conférenciers pour le prix d'un. Reste là, reste avec nous. Par contre, il faut leur rendre le micro parce qu'il y en a qu'un. Non, reste là. T'inquiète, elle est là pour ça. C'est la journée de l'infirmière quand même, hein. Non, mais c'est Héloïse, c'est une longue histoire. Est-ce qu'il y a des endroits où il vaut mieux pas trop traîner la nuit? Franchement, aucun. Très honnêtement, le quartier le plus dangereux de la ville la plus dangereuse, à savoir Kabukicho. Tu as déjà allé à Kabukicho? Non, t'es trop jeune, toi. Franchement, moi je viens de Marseille, c'est une blague. Voilà, oula, c'est dangereux. Non, c'est le quartier qui est réputé pour être sulfureux dans le sens où c'est le quartier des Yakuza. Maintenant, très honnêtement, c'est une balade. Hein. Il y a de très bons game centers à Kabukicho. Il y a, si vous voulez faire du baseball, il y a un batting center au milieu, c'est super classe. Il y a des hôtels pas chers. Après, si vous voyez des flics qui courent à droite à gauche, vous vous étonnez pas. Mais dans tous les cas, très honnêtement, pour avoir croisé plusieurs fois des Yakuza, ils m'ont jamais emmerdé. C'est même des gens qui sont super friendly avec les étrangers parce qu'ils ont plus l'habitude de travailler avec les étrangers. C'est un petit peu eux qui font rentrer un peu illégalement des gens. Oui, par contre, un truc à Kabukicho et même dans d'autres quartiers qui est un peu relou, c'est que tu vas voir. Alors, avant c'était des Brésiliens, maintenant c'est plutôt des mecs qui viennent de Côte d'Ivoire ou des trucs comme ça, qui vont venir te brancher, qui vont te dire. Généralement, ils t'abordent en anglais, ils vont te dire tu vas aller voir des filles, des trucs comme ça, tu sais, massage. Toi, tu vas jouer l'esquive, tu vas dire non, mais je parle pas anglais, je parle français. Et là, il va faire ah, tu parles français, trop bien. Et alors, non, en fait, je suis portugais. Ah, tu parles portugais, trop bien. Les mecs sont recrutés parce qu'ils parlent 15 langues et c'est des rabatteurs et tu vas en avoir tous les 2 mètres à peu près. Donc, la technique que j'utilise, c'est que tu me prends ton portable, tu fais semblant d'appeler et tu traces. Mais
Mais bon, à part ça, c'est vraiment pas un problème. La seule fois où j'ai vu un truc un peu drôle, c'était qu'il y avait une descente de flics dans tout le quartier. Mais très honnêtement, au bout de 2 minutes, tu voyais que les gars, ils avaient préparé ça à l'avance, ils s'étaient appelés, tu voyais très bien qu'ils discutaient en bonne intelligence, que les gars étaient... donc il y avait vraiment... C'est jamais chelou. De toute façon, il y a beaucoup, les Japonais vont beaucoup te dire, quand il y a du bordel à Tokyo, c'est souvent des étrangers qui sont à l'origine. Je tiens à rajouter pour les Yakuza qu'ils sont très sympathiques du temps qu'on les énerve pas, parce que en fait c'est des gens c'est un peu des policiers de la nuit, si on peut dire ça comme ça. Ils ont un très grand sens du respect, ils sont très sympathiques, faut juste pas les provoquer. Exactement, il a tout à fait raison. Et par contre, si vous êtes sympa avec eux, vous êtes agréable, ils vont vraiment vous aider, mais vraiment. Il y a pas, dans la majorité des cas, après, il ne faut pas abuser non plus, quoi. Faut pas leur demander des trucs illégaux ou quoi que ce soit, mais ils sont plutôt sympas. Un autre truc à éviter quand il y a des Yakuza dans le coin, c'est de foutre le bordel à un magasin ou etc. parce qu'ils rappliquent tout de suite. Je peux vous dire que tous les gens du quartier, ils ont leur numéro. C'est traditionnel, il faut savoir que les Yakuza, ça fait partie des... C'est classifié maintenant comme une organisation criminelle, et ça l'est quelque part, ils sont impliqués dans pas mal d'activités illégales, mais ça a toujours été, les gens se tournent vers les Yakuza quand ils ont des problèmes qu'ils ne peuvent pas régler autrement. Donc un étranger qui fout la merde, ça fait partie des problèmes que les Yakuza gèrent. Et oui, effectivement, si vous les énervez, vous allez passer un sale quart d'heure. Et les flics vont passer, vont vous regarder, ils vont pas s'arrêter. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Il y a vraiment chacun son territoire. Quoi. Voilà. Là, alors, il y avait une question par là au fond. En fait, on va te faire venir un autre micro. Hein. Ça va être bien. Est-ce qu'on a un autre micro HF pour le jeune homme, si c'est possible? Non? On va voir, on va voir. On t'écoute. Ouais, ma question c'était pour demander pour les fameux cerisiers là. Oui. Il y a des endroits particuliers où on peut en profiter, par exemple, pour en prendre plein les yeux? Tu as des grands parcs à Tokyo où tu vas avoir... En fait, le Hanami, c'est particulièrement l'occasion de faire un pique-nique. Donc, pendant la saison des cerisiers en fleurs, tu vas avoir les parcs qui vont être remplis de gens sur des toiles bleues. Enfin, c'est des trucs c'est la toile plastique, hein, basiquement, qui vont se rassembler en groupe, chacun amener un truc à manger, un truc à boire, et profiter des cerisiers en fleurs en train de manger, en train de boire. Donc, parmi les grands parcs, t'as le parc de Shinjuku. Harajuku, non, parce que c'est un temple. Tu vas avoir dans certaines universités, notamment celle de Joshi, Sophia, le Hanami est plutôt connu et les gens y vont assez souvent. Tous les endroits, enfin, généralement, si tu vas à la période du Hanami et que tu rencontres des Japonais, généralement tu vas te faire inviter au bout de 5 minutes parce qu'ils y sont quasiment tous les jours. Après, c'est aussi une très bonne raison pour se bourrer la gueule. Donc, quand tu restes un peu tard le soir, tu risques d'en voir un peu qui sont un peu en démo, qui sont en spectacle. Quoi. Ça peut être drôle. Ça peut être drôle. Merci. J'ai une petite précision à rajouter, c'est qu'en fait, il n'y a pas que Tokyo, Kyoto, etc. pour admirer les cerisiers. Le Japon est divisé en 2 parties. Le Japon de l'endroit et le Japon de l'envers. Le Japon de l'endroit, ça regroupe toute la mégalopole, donc c'est-à-dire de Kaido aux îles du Sud, en passant par Tokyo, et sur la côte est et sur la côte ouest. Le Japon de l'envers, c'est un Japon qui est moins avancé technologiquement, mais qui se tourne beaucoup plus vers la culture et qui se tourne beaucoup plus vers la tradition, la culture, la nature également. Donc si vraiment tu veux vraiment t'en prendre plein la gueule, tu vas au Japon de l'envers. D'ailleurs, je me souhaite trop te conseiller Osaka. C'est vraiment sympa. Non, moi je suis pas encore allé, mais par contre j'ai un pote qui y vit et il m'envoie des trucs et c'est ouf. La question suivante. Par contre, je suis content que tu sois là, c'est bien. Comme ça, on complète. Et une question derrière et une question là. Regarde, tu vas attendre 2 minutes. derrière, là-bas au fond. Regarde au coin. Donc ce serait pour savoir pour les tatouages au Japon. Les tatouages, très très bonne question. Les tatouages au Japon. Alors, le fait d'être tatoué au Japon, ça va vous interdire l'accès à peu de choses, mais à certaines choses. Vous êtes tatoué au Japon, vous n'allez pas à la piscine, vous n'allez pas au onsen.
enfin dans certains onsen, il y en a quelques-uns où c'est accessible, parce que pourquoi c'est une manière détournée, quelque part, d'interdire l'accès justement à ces lieux publics à des yakuza. Parce que les yakuza sont tous tatoués, donc fatalement, plutôt que de dire interdit aux yakuza, on dit interdit aux gars tatoués. Voilà. Il y a une petite tolérance, mais ça aussi, c'est toujours gênant, ce genre de situation où tu es entre deux. C'est arrivé à pas mal de mes potes qui sont allés, qui sont tatoués. Par exemple, ils voulaient aller à la piscine, tout simplement, aller nager un peu, normal. Le gars joue franc jeu, il lui dit voilà, je suis tatoué, par contre j'ai un t-shirt exprès pour nager que je mets pour recouvrir mes tatouages, donc personne ne les verra. Et le gars de la piscine lui a dit écoutez, je ne peux pas vous laisser rentrer parce que vous m'avez dit que vous êtes tatoué, vous m'aurez rien dit, j'aurais pu faire semblant de ne pas être au courant et vous aurez pu accéder à la piscine. Voilà, tu vois, ça en vient des situations un peu ubuesques comme ça. Après, quand t'es étranger, les gens vont pas te regarder d'un œil chelou, enfin pas trop. Déjà, ils vont te regarder d'un œil chelou quand t'es étranger, mais si t'as un tatouage en plus, ça va pas changer grand-chose. Il faut savoir que c'est lié traditionnellement soit à des gens qui sont vraiment en marge de la société, qui font des boulots qui sont liés à ça, soit qui sont reliés au Yakuza. Donc dans tous les cas, t'es absolument pas mainstream avec des tatouages. C'est vraiment pas aussi populaire que ça l'est ici. Alors en complément, je dirais de faire très attention si on veut se tatouer à qu'est-ce qu'on met sur son tatouage. Parce que par exemple des signes tels que Bouddha ou un dragon tout simplement, ça peut être reconnu comme une marque de clan de Yakuza et ça peut vous fourrer dans pas mal d'ennuis. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des Yakuza étrangers. Mais c'est vrai, hein. Est-ce que ça marche? Ok. Notamment à Hokkaido, tu as des Yakuza russes. Enfin, tu as des mecs qui bossent avec les Yakuza qui sont associés aux familles, mais qui sont russes. Voilà. Donc, c'est le fait d'être étranger n'empêche pas l'assimilation aux Yakuza. Donc, tu risques d'être un peu emmerdé, pas trop comprendre ce qui tombe dessus. Après, si t'expliques, ça ne devrait pas poser de problème. Mais effectivement, il y a des symboles qu'il vaut mieux planquer un peu. Aussi, un autre truc, faites attention. Pour les gens qui pensent être super classe en se faisant tatouer genre leur prénom ou leur truc comme ça en japonais, faites super gaffe. Le nombre de conneries que j'ai vues au niveau des katakana, des trucs comme ça qui correspondaient pas du tout à la vraie manière d'écrire les noms ou alors à des kanji qui correspondent à rien. Ouais, c'est super mal. C'est super mal vu par les Yakuza et puis ça fait très con aussi. Voilà, évitez. Maintenant, bon, ça a été très problématique fin 90, début 2000, où c'était la mode où les mecs se faisaient tatouer viande de porc sur le voilà, des trucs comme ça. Bon, les gars vont rigoler quoi, mais j'avais vu un mec, mais j'avais halluciné, il s'appelait Christophe, et il s'était fait tatouer en katakana à son moment, mais c'était pas les bons katakana. Donc ça passe moyen. J'en connais une autre, mais c'était en France. C'était un mec qui voulait se faire tatouer j'aime le Japon. Il s'est fait tatouer Gruyère. Voilà. Il faut vraiment faire gaffe. En plus, les kanji ont parfois 2-3 sens selon s'ils sont associés à d'autres kanji ou pas. Donc choisissez pas les kanji parce qu'ils sont jolis. Franchement, non. Et puis aussi, les trolls aussi, ils sont au Japon, hein, ils sont partout. Donc il y aura forcément quelqu'un pour vous piéger ou pour vous dire ça veut dire j'aime le Japon, mais en fait, non. Donc voilà pour les tatouages. Mais c'est vrai que soyez pas choqués à l'entrée de certains onsen de voir un panneau avec un mec tatoué barré en disant pas de gens tatoués quoi. Après à Tokyo des onsen il n'y en a pas des tonnes, il n'y en a même quasiment pas, enfin des naturels j'entends. Ça aussi il y a des manières de se comporter au onsen. Qui veut aller au onsen parmi vous, savoir si j'en parle ou pas? Ok. Alors le onsen, je vous fais pour ceux qui ne connaissent pas, je vous fais un très rapide brief. C'est des bains de sources chaudes. Qui sont généralement des sources volcaniques naturelles, donc c'est des eaux qui sont très chargées en minéraux, sont généralement orangées. Donc l'éthique, quand on va au onsen, déjà on commence par se laver. Première étape, une fois que tu es à poil, tu as des endroits pour te laver, tu te frottes à fond. C'est pas pour après quand tu es sorti de l'eau, c'est vraiment avant d'y rentrer pour être propre. Donc, et c'est pas curieux ni d'avoir un de tes potes qui te frotte ou un truc comme ça parce que ça montre que tu y vas à bloc. Donc faut pas faire sa chochotte, c'est pas gay, il n'y a pas de problème, mais il faut vraiment se laver à fond.
Voilà. Ensuite, il y a généralement un ordre pour les bains, parce que des différentes températures, tu vas pas direct dans le bain à 40 degrés. Tu vas doucement. Et tu fais très attention au malaise, ça peut arriver. Généralement, ce que tu fais, c'est que tu vas dans un bain de source d'eau chaude, tu vas dans un bain froid, histoire de te remettre les muscles un peu en état, de réirriguer un peu ton corps, et tu peux passer à l'autre bain. C'est super agréable, notamment ceux qui sont en extérieur, les Rottenbolo. C'est vraiment des grands kiffs d'être dans la nature, d'être dans ton bain et de voir le reste. Après, ne rêvez pas des onsen mix, des Rottenbolo mix, ça, il y en a vraiment peut-être sur les doigts d'une main, quoi. Mais ça existe. Ça existe. Mais voilà. Après, vous pouvez vous dire ça va être super sympa et vous allez être super déçus, mais c'est pas grave. Autre question, allons-y. Alors, il y avait Nogar et ensuite toi, je t'ai vu. Alors, on a parlé de plein de choses, faire des tatouages, des goodies, etc. On a un visa de 3 mois, on va y rester 3 mois en touriste, mais comment on fait pour manger? Le budget de manger, nourriture. Très bonne question, très bonne question. Alors, savoir qu'au Japon, on mange principalement un peu, enfin souvent sur le pouce. On va pas, genre à midi, on va rarement s'arrêter, se poser pour manger. On va plutôt manger le soir et faire un petit déj le matin. Même des fois, ça arrive de pas faire un brunch ou un truc comme ça. Alors, le matin, le petit déj traditionnel, selon les coins. Ça change un petit peu, ça peut être du poisson grillé, ça peut être du natto, ça peut être des onigiri, ça peut être de la soupe, voilà. Il peut y avoir de tout ça. Des œufs avec des algues, ça peut être sympa aussi. Après, vous avez du plus classique, avec le café, des trucs comme ça. Par contre, les céréales, autant t'en trouves dans les grands magasins, autant les Japonais les mangent pas comme nous. C'est-à-dire que nous, on fout nos céréales dans du lait, voilà, et on les bouffe le matin. Non, au Japon, c'est plutôt de la friandise, les céréales. C'est vraiment un truc que tu grignotes comme ça, même la boîte. Donc, c'est pas le même usage, et c'est pour ça que les boîtes de céréales au Japon sont très petites. En fait, tu vois ça, je fais pas de petit-déj avec ça, mais non, c'est pas fait pour. Pour le repas de midi, moi, ce que je vous conseille, surtout si vous avez un budget un peu serré, soit vous allez au convini du coin, vous prenez des onigiri, ça cale super bien, et ça coûte entre 1 et 1,50 €. Voilà, donc vous faites vraiment le repas à pas cher et vous continuez à aller bourlinguer. Soit vous arrêtez dans des petits trucs de restauration, ça coûte vraiment pas cher, genre les Matsuya ou d'autres chaînes dans le genre, où vous mangez des plats qui sont super corrects. Au Matsuya, la spécialité c'est de la viande grillée sur un bol de riz, donc ça cale plutôt pas mal. Et les menus sont entre 4 et 5 €, quoi. Donc voilà, c'est super raisonnable. Vous avez des ramen aussi qui sont entre, allez, maximum 7-8 € à peu près. Ouais, à peu près. À peu près, voilà. Donc, et un ramen, ça vous calme bien, quoi. Et le soir, bah, si vous voulez vous faire plaisir, là où vous pouvez aller dans des restos, dans des izakaya, dans des trucs comme ça. Les restos sont hyper spécialisés au Japon. Il va y avoir un plat, une spécialité. Donc, choisissez des restos sympas pour aller manger un truc. Vous allez manger un okonomiyaki, donc les grosses crêpes aux légumes, à la viande, tout ça. Vous allez dans le resto d'okonomiyaki. Vous avez une envie de pizza, il y a des restos de pizza, mais vous n'y allez pas. Non, les restos de pizza, n'y allez pas. Vous avez envie de vous casser le ventre, vous allez chercher un tabeodai, vous allez payer 20 € et vous allez bouffer à volonté. Voilà. Donc il y en a vraiment. C'est vraiment pas super cher et curieusement, ça coûte moins cher d'aller manger dans ces endroits-là que d'aller faire des courses au supermarché. C'est tellement implanté dans la culture que voilà. Je tiens juste à préciser que les onigiri et les sushis dans les supérettes comme 7-Eleven sont quand même généralement meilleurs que dans les restaurants japonais ici en France. Je suis tout à fait d'accord. Et alors voilà, dans l'échelle du mal, vous avez les trucs qu'on vous vend à Leclerc ou à Carrefour, où ça il faut pas. Non, jamais. Ça vous sert à faire des Legos si vous voulez. Vous avez les trucs qu'on vous vend ici en restaurant et encore en restaurant. Vous avez le sushi de Konbini au Japon et ensuite au top le sushi bar et le top du top c'est à Tsukiji au marché aux poissons. Vous avez des tas de petites échoppes à sushi où ils vous les font frais devant vous et ça c'est le kiff, c'est le spectacle et c'est la nourriture, c'est génial. Autant de voir les mecs les faire que les manger, les deux trucs c'est super agréable. Et les sushi bars, c'est fun. Ouais. Vous avez le kaiten sushi aussi. Vas-y, explique-leur ce que c'est le kaiten sushi. Je sais pas. Ah, le sushi qui tourne.
Le sushi sur le petit train. Ça s'appelle le sushi bar. C'est ce que t'appelles le sushi bar, toi? Ah oui, non. D'accord. Alors ça, vous en avez des fois en France. C'est les trucs sur les petits, comment dire, comme des escalators, en fait, des tapis roulants. En fait, vous avez des petites assiettes. Ça, c'est fun parce que vous avez des assiettes de couleur. Vous prenez l'assiette, vous mangez, et vous faites votre pile d'assiettes. Et en fait, le prix, c'est en fonction de la couleur de l'assiette. Donc à la fin, quand vous avez fini de manger, il y a le serveur qui va compter des assiettes, qui va dire voilà, il y en a tant de telle couleur, et il va vous faire la note. Généralement, les premiers prix, c'est 100 yens, donc un peu moins d'1 €. Ça peut monter max, allez, 5 € maximum. Quoi. Ouais. Mais 5 €, c'est vraiment de la oui, c'est du sushi de l'enfer, quoi. C'est du otolo, c'est de l'ikura de l'enfer, quoi. Et pour les petits rigolos qui disent bah, je vais prendre les sushis mais pas d'assiette, vous venez de vous griller dans tout le quartier. C'est ça. Exactement. T'as du vécu, toi, là-dessus. Hein. Ouais. T'as fait le malin, c'est ça? Non, vous grillez pas auprès des commerçants. C'est d'une, vous donnez pas une bonne image de vous. De deux, vous donnez pas une bonne image de votre pays en général. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai du mal à piffrer parce que j'ai des gros problèmes avec des Américains, des trucs comme ça qui se comportaient comme des sagouins. Et vous mesurez pas l'impact que vous pouvez avoir. Quand je vous disais tout à l'heure que c'est chaud maintenant pour des Français de trouver du boulot dans les boîtes japonaises, ça vient de toute une vague de Français qui est arrivée fin des années 80-90, qu'on fait n'importe quoi dans les entreprises. Comme au Japon, on vous vire pas comme ça, ils les ont gardés. Et maintenant, ils veulent plus, parce que c'est pas possible. Donc, on paie les pots cassés de ces gens-là. Donc, évitez, vraiment, je le demande gentiment et sincèrement, évitez de faire de la merde, pour que les autres qui iront après vous soient toujours bien accueillis. Regardez où est descendu Nintendo. Non, je rigole. Et sinon, pour répondre à la question du barbu, là? Ouais, du barbu. C'est Noga. De Noga, t'as mis en avant le fait que c'est une alimentation à base de riz. En effet, c'est une alimentation à base de riz parce que tout ce qui est natto, etc., petits plats, ça se mange pas tout le temps. Mais c'est vraiment basé sur le riz et le sarrasin, donc c'est-à-dire les nouilles. Et donc si tu n'aimes pas le riz, ne va pas au Japon ou alors prends un stock de sandwich pour un mois. Au niveau base, après t'as des trucs de pâtes, t'as des restos de pâtes qui sont plutôt corrects, mais voilà. Dans les trucs de l'enfer à manger au Japon, c'est vrai que on classe un top 10, c'est vrai que le natto est souvent cité en premier dans les trucs un peu hardcore. Moi j'aime bien, c'est vrai qu'après esthétiquement c'est un peu de la morve, je vais pas vous le cacher, mais bon ça se teste. Après il y a dans un truc un peu hardcore, il y a les trucs au matcha, c'est un peu amer mais c'est bon. Voilà. Faites-vous plaisir, essayez de goûter un maximum de trucs, et surtout les trucs au melon, c'est super bon. Pour les amateurs de friandises, il y a les kibidengo, donc en fait c'est des sortes de... c'est une pâte faite à partir d'haricots rouges et ça se mange comme du chocolat, c'est juste que c'est des haricots rouges à la place. Donc en fait c'est un peu comme des raviolis fourrés aux haricots rouges. Voilà, c'est la confiture de haricots rouges, c'est vraiment assez proche, genre de la crème de marron ou un truc comme ça au niveau goût. C'est pas mal du tout. Alors il y avait une question là-bas, voilà. Par contre, à la régie, si vous pouvez me faire un signe au niveau du temps parce que je check absolument pas. C'est un sujet que tu as déjà commencé à aborder, le travail au Japon. Est-ce que c'est facile de trouver du travail au Japon? Ça dépend du travail que tu cherches en fait. Si tu veux juste bosser pour payer tes dépenses là-bas sans rester très longtemps, il est relativement facile de trouver un petit job. Alors, il y a deux types de Français. Ceux qui savent parler anglais et japonais et les autres. Ceux qui savent parler anglais et japonais, ça passe. Les autres, vous pouvez rester en France. Il y a ça en premier, effectivement. Les jobs les plus communs pour les Français qui sont installés au Japon, ça va être top 1, ça va être prof de français ou prof d'anglais, ou voilà, dans des structures. Alors il faut savoir qu'il y a des écoles de langue, il y en a qui se cassent la gueule assez rapidement, donc il faut en avoir 2 ou 3 pour se faire un revenu correct. C'est aussi réciproque, hein. Donc les Japonais qui viennent en France, parfois ils deviennent profs de japonais. Je sais ce que je dis, ma mère elle est prof de japonais. Voilà. On paye respect à maman. Donc la prof, si vous avez de la chance d'être... Alors je vais dire de la connerie parce que c'est même pas vrai,
mais plutôt bien foutu ou quoi que ce soit, c'est très facile de faire du modeling, parce qu'il y a une grosse demande pour faire de la pub, des trucs comme ça, et il y a une grosse demande de visages étrangers. Après, voilà, faut pas, c'est pas les mêmes canons d'esthétique qu'ici pour faire du modeling, donc tu peux être assez commun mais avoir des yeux bleus, et alors là ça passe. Donc il y a beaucoup de nanas qui font ça en plus de petits jobs comme serveuse, comme ça. Il y a des mecs aussi qui font ça pendant leurs études, parce que ça leur prend 2 ou 3 week-ends et ça paye plutôt pas mal. Après, en job level 2, tu vas avoir les jobs où ton entreprise française va t'envoyer au Japon. Ça, c'est vraiment le deuxième truc le plus commun. Alors moi, j'ai un peu de gueulante à pousser là-dessus, parce que, en fait, pour les entreprises françaises, il est plus logique d'envoyer quelqu'un qui est depuis longtemps dans l'entreprise mais qui n'a absolument pas envie d'aller là-bas, parce qu'il maîtrise le produit ou il maîtrise quelque chose, plutôt que former quelqu'un qui est spécialisé sur le pays au produit. Donc on se retrouve avec 80% d'expatriés aigris, mais honnêtement, et je les ai fait toutes les soirées de la chambre de commerce, des trucs comme ça, qui sont pas contents d'être là, qui se plaignent alors qu'ils ont des salaires qui leur permettent d'être super bien, ils ont des appartements de fonction, des trucs comme ça, et qui vont bitcher sur le Japon pendant toute la discussion que tu vas avoir avec eux en disant que c'est bizarre, que c'est pas comme nous. Alors heureusement ça commence à s'atténuer ce phénomène-là, mais si tu vas aller bosser au Japon, rentrer dans une entreprise française en disant je vais aller ensuite bosser au Japon, c'est vraiment un coup de poker. Ce sera plus tu bosses dans une entreprise et un jour au lendemain on va te dire bon voilà, on a un marché qui se développe là-bas, il faut que tu y ailles. Les Occidentaux sont très bien vus au Japon, mais ils nous prennent un peu pour des cons quand même. Oh oui. Surtout qu'on a des méthodes de travail qui sont diamétralement opposées. C'est-à-dire qu'en France, on a plutôt une bonne productivité, hein, cette magnifique réputation qu'on a d'être super efficace sur peu de temps, parce qu'on va essayer d'aller à l'essentiel, parce qu'on a envie de se barrer vite, en fait. Au Japon, c'est le premier qui bouge qui est perdu. Non, mais très honnêtement, c'est-à-dire que le soir, vous avez peut-être fini votre boulot depuis 2 heures, vous n'avez pas bougé de votre bureau, parce que si vous partez en premier, vous allez être super mal vu. Donc c'est le premier qui se casse, qui déclenche le départ des autres. C'est pour ça que généralement, les mecs finissent super tard, mais pas parce qu'ils ont beaucoup de boulot à faire, c'est juste parce que c'est bien de finir tard. Voilà. Et pour le groupe, voilà. Nous, les Français, on a du mal à s'adapter à ce type de raisonnement. Et tu as énormément, en fait, tu as une hiérarchie qui est super marquée. Alors c'est un peu l'image d'Épinal, attention, on n'est pas dans du Amélie Nothomb ou quoi que ce soit, hein. Mais pour vous donner un exemple, pour valider un truc, il faut que ça passe par le sous-chef. Le sous-chef du sous-chef, le chef, le surchef, le chef de responsable. Donc ça met 1 semaine pour avoir une validation, et une fois que ça a été approuvé par toute la hiérarchie dans le sens montant, il faut que ça soit réapprouvé dans le sens descendant. C'est-à-dire, le moment où vous voulez lancer un truc, il ne faut pas que ce soit fait en 24 heures, hein, vous oubliez. Donc, il y a une réactivité qui est super étrange. Mais au moins, l'avantage de ce système-là, c'est que si vous faites une connerie, vu qu'elle a été validée par toute la hiérarchie, tout le monde prendra sa part de responsabilité. Donc, ça donne une sécurité un peu dans l'emploi, mais la contrepartie, c'est que c'est mou du genou au dernier level, quoi. Ça, c'est vraiment dans les entreprises, les grosses structures. Après, dans les commerces, ça fonctionne pas comme ça, dans les petits commerces, principalement, parce que là, on est vraiment sur des gens qui sont là 24 heures sur 24 pour leur job, ils sont souvent propriétaires de leur commerce, même si c'est des commerces qui sont souvent sous des marques, je perds mes mots. Franchise, je l'ai entendu par là, bien joué. Donc voilà, les gens s'investissent plutôt pas mal. Ensuite, la dernière option royale, c'est que vous êtes spécialiste dans un domaine, vous êtes un cadre, et une entreprise japonaise va venir vous chercher. Là, vous mettez dans les mains dans les poches, vous êtes dans le train, hein, vous êtes bien. On va vous trouver une assistante qui parle votre langue, on va vous trouver un